L'heure H. Jean-Louis Lahaye. Dépêche-toi, on va louper le début du concert. Anne-Laure tanne son compagnon depuis plusieurs minutes. Il faut qu'il s'extrait de la foule compacte pour se diriger vers la grande scène. Ce soir, on y donne un incroyable show pour rendre hommage à Jacques Brel. Un show à la hauteur du grand homme, disparu depuis 40 ans. Bruxelles est en liesse. Ce week-end, la fête de l'Iris bat tous les records. Le soleil est de la partie. Et malgré des nuages épars, tout se passe pour le mieux. Le couple, au milieu de la cohue, observe ce qui se joue sur les toits du Parlement bruxellois. Des jeunes, dans de grands éclats de rire, sont en train de danser le swing. Joie et bonne humeur sont visibles à chaque coin de rue. Le baume au cœur, Anne-Laure presse le pas. Elle ne veut surtout pas louper ce moment. Ce concert hommage marque le retour d'une de ses artistes préférées. Voilà plus de 2 ans que personne ne l'a entendu chanter. Des soucis de santé ont manqué de lui faire perdre son instrument précieux. Une voix unique, l'une des plus extraordinaires de son temps. Mais la chanteuse est une battante. Elle n'a jamais abandonné. Elle va enfin pouvoir faire un retour remarqué sur scène. Cet artiste hors du commun s'appelle Morane. Personne ne peut le savoir, mais ce soir, elle va monter sur scène pour la toute dernière fois. Nous sommes le 6 mai 2018. Il est un peu plus de 20h et c'est l'heure H de mon histoire. Pour son 29e anniversaire, la région Bruxelles-Capitale a mis les petits plats dans les grands. Près de 100 000 personnes se sont pressées dans les rues drapées de leurs plus beaux atours pendant tout le week-end. Pour clôturer ce grand moment, une vingtaine d'artistes doivent se succéder devant le Palais Royal et interpréter chacun à leur manière l'art du Grand Jacques. Du beatbox, du rap, ce soir, Brel appartient à tous les styles. Anne-Laure et son compagnon arrivent alors que le concert a déjà commencé. Heureusement, Morane n'est pas encore monté sur scène. La star de 57 ans se trouve dans les coulisses, non loin de là. Elle y perçoit déjà l'énergie dégagée par le public, nombreux et chauffé à blanc. Comme liquéfiée, Morane respire un grand coup. Elle doit chanter 3 titres de Brel dans quelques minutes. Mais sa voix va-t-elle tenir ? Lui sera-t-il possible de maintenir la cadence après plus de 2 ans d'absence ? Et si son public s'était détourné d'elle, là de son silence ? Alors que son esprit bouillonne, une main familière vient se poser sur son épaule. C'est Yves Barrault. La chanteuse, avec bienveillance, tente de faire rire son ami. Un verre d'eau à la main, dans une robe bleu roi, Morane se détend. Bientôt, alors que le soleil leur fait face, il est l'heure d'entrer en scène. Les 2 femmes s'enlacent, envahies l'une et l'autre par l'émotion du moment. Il y a quelques jours, elles ont déjà eu l'occasion de chanter ensemble pour marquer le grand retour de Morane sur scène. Mais ici, à Bruxelles, devant cette foule, il y a quelque chose de particulier qui se passe. En empoignant son micro, la chanteuse repense à ses difficultés qu'elle laisse derrière elle. Tout défile dans ses souvenirs. Ses premiers cours de violon, ses tours de chant dans les rues de Bruxelles, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, et puis le décollage. Starmania, ses grands succès, tout se mêle là, face aux quelques milliers de personnes pendues à ses lèvres. Les secondes durent des heures, et l'éclat sur les vitres du Palais Royal est tel que la scène semble baignée dans l'or. Le grand bain, le voilà. C'est une espèce de renaissance
Parce que je vous avoue que j'ai vraiment cru, à un moment donné, et ça a duré presque 1 an, j'ai vraiment pensé que je ne rechanterais plus, que c'était fini. Quelle raison ? Voilà. Parce que j'ai eu un très gros souci de voix qu'on n'a jamais pu vraiment définir, on n'a jamais vraiment su ce que j'ai eu et s'en sont suivis des très gros problèmes de dos. Enfin, j'étais dans la merde, quoi. Voilà. Mais enfin, me revoilà, je ne vais pas vous parler de mes petits problèmes de vioc. Et voilà, maintenant tout ça va mieux et me revoilà. Morane se recentre sur Brel, sur la musique. Le piano commence à jouer sa partition. Il ne faut que quelques mesures, que quelques notes au spectateur pour se rendre compte que l'artiste de 57 ans n'a rien perdu de sa superbe. Son chant, parfois timide, n'en est pas moins parfaitement placé. Morane a récupéré sa voix. Saisissante performance que cette interprétation de la chanson des vieux amants du Grand Jacques. Dans la foule, l'émotion est palpable. Comme beaucoup d'autres, Anne-Laure a le cœur au bord des yeux. Le piano se tait, les applaudissements sont nourris, sincères. Morane quitte la scène. Au milieu de l'effervescence de la fête de l'Iris, elle vient de faire ses adieux. Notre histoire commence le 12 février 1985 à Bruxelles. Depuis plusieurs années, l'émission Culture Club fait les beaux jours de la RTBF. Son présentateur, Joseph Buron, face caméra, prépare ses fiches. Sa mission du soir ? Interviewer la lauréate du prix musical Angèle Güller. Une vitrine qui permet à des jeunes talents de profiter d'un coup de pouce souvent bienvenu. Le prix Angèle Güller est attribué tous les 2 ans à un professionnel de la chanson belge. Après Pierre Rapsat, après Delchambre, c'est la jeune Claude Morane qui l'a obtenu cette année. Alors ce prix, c'est 100 000 francs, c'est déjà pas mal. Et c'est aussi un bel objet, mais c'est peut-être encore autre chose. Dans un sourire, le présentateur passe la parole à son invité du jour. Les couleurs chatoyantes du plateau tranchent avec la tenue sombre de Morane. Son ensemble noir répond à ses cheveux bruns et à un maquillage tout aussi obscur. Pourtant, elle apparaît lumineuse, à l'aise. Son prix devant elle, l'artiste est souriante. Elle est dans son élément. C'est un passage au Festival de Bourges aussi. Ça, c'est très important. C'est une chose que je voulais réaliser déjà depuis quelques années. Puis grâce à ce prix, j'y passe. Et en plus, en première partie de Dick Hanegarn et de Plume la Traverse, qui sont 2 personnes de chanteurs que j'aime beaucoup. Alors, je suis ravie. Sa voix grave subjugue le studio. Le printemps de Bourges, il est vrai, est une institution durant ces années 80 galopantes. Pour son édition 85, les plus grandes stars vont s'y presser. Paul Young, Alain Bachung, Hallyday, Léo Ferré, Eddie Mitchell, The Stranglers et beaucoup d'autres. Oh, il y a de quoi pavoiser. Mais Joseph Buron ne lui en laisse pas le temps. On parle beaucoup de votre tempérament, de votre humour, de votre fantaisie. Il y a beaucoup de compliments dans la presse. Ah oui. Alors, quels sont vos maîtres à vous dans la chanson ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Maîtres, je vous en prie. Je subis des influences comme toute personne qui chante et qui compose des chansons. Il y a eu Nougaro, mais j'aimerais plus tellement en parler parce que maintenant, chaque fois, on m'associe à Nougaro, alors ça m'énerve. Il y a eu Michel Legrand, il y a la musique brésilienne qui m'influence énormément, il y a Al Jarreau, Manhattan Transfer, voilà, il y en a plein, il y a tellement de gens qui m'obsèdent et que j'aime, je serais incapable de les citer tous. Morane n'est pas encore une star. Pourtant, sur ce plateau, elle crève littéralement l'écran. Avec le pianiste Charles Loos, qui l'accompagne régulièrement, elle chante après son interview le titre « Potion magique ». Sa voix s'exprime alors dans toute sa puissance. Autour d'elle, tous sont transportés par son interprétation. Son choix lui correspond bien. Cette chanson développe une succession d'onomatopées dans un style jazzy qui rappelle ses influences. D'aucuns auraient choisi un titre plus classique, plus consensuel. Mais Morane est libre, détachée des conventions et des carcans dans lesquels on voudrait la placer. Elle vit dans son monde et compte bien y rester.
Derrière son micro, l'artiste pense au temps qui passe et au succès qui tarde à venir. Ses premiers disques, chantés avec le cœur, n'ont pas rencontré le succès escompté. Alors ce prix, c'est un peu la bouée de la dernière chance. Il faut s'y accrocher et espérer qu'au bout de la route, elle puisse percer le plafond de verre qui la sépare de la notoriété. Camille de Bruxelles, Morane est née Claudine Luyparts, le 12 novembre 1960. Très tôt, un besoin irrépressible de liberté s'empare d'elle. Elle déteste l'école et préfère nettement la musique. Alors qu'elle commence à apprendre le violon, elle s'en détourne. Le moindre cadre est pour elle une tannée sans nom. En total autodidacte, Claudine se lance dans la pratique du chant et du piano. Il faut dire que son milieu familial lui permet cette libre expression artistique. Son père est le directeur du conservatoire de Verviers. Il est lui-même compositeur. Quant à sa mère, elle enseigne le piano. Ainsi, avant même qu'elle ait 10 ans, la jeune Claudine se rêve musicienne, puis chanteuse. Bah oui, j'ai jamais voulu devenir institutrice. Moi, quand j'étais petite, j'ai toujours voulu chanter. Ça a toujours été mon but. Comment est-ce qu'on devient chanteuse ? À mon avis, il faut voir beaucoup de choses, il faut aller un peu partout. Et quand je dis un peu partout, ça veut dire dans les cabarets. Il faut de temps en temps faire des concours. Je dis pas que c'est spécialement utile, mais ça permet quand même de voir un peu la concurrence, ne fût-ce que de se prendre un petit peu, comme on dirait vulgairement, des coups sur la gueule. Ça aide, ça permet de se faire un petit chemin. Et puis, bon, moi, en ce qui concerne les cabarets, j'en ai fait pas mal. J'ai fait le grenier aux chansons, j'ai fait le club, la soupape, tout ça. Il y a eu des moments où j'en ai eu ras-le-bol, mais à partir du moment où je me retrouve sur une grande scène, je m'aperçois quand même que ça fait vachement bien et que ça permet quand même d'avoir beaucoup de planches. Ça donne du métier. À 15 ans, Claudine se produit en rue. Dans le quartier de la Grand Place à Bruxelles, on la connaît bien. Elle s'y affirme, fredonne les grands standards de la chanson française. Sa voix prend une tessiture unique. Pour elle, aucun doute possible, sa réussite passe par le chant. En 1976, elle se lance dans le grand bain en participant au concours Visa pour le show. Elle termine 2e et impressionne le jury et le public. L'année suivante, dans le cadre des concerts des Lundis d'Hortense, elle fait naître un premier pseudo, Claudie Claude. Elle passe un premier cap en 1979, en intégrant le casting du spectacle Jacques Brel en 1000 temps. Elle est entourée de professionnels aguerris du monde de la musique. Le metteur en scène, Albert-André Lheureux, lui fait confiance et la place aux côtés d'artistes de talent, de La Fontaine à Klein, en passant par Martinoff ou Geoffroy. Déjà, la chanteuse se détache du lot. Sa technique et ses capacités vocales sont extraordinaires. Lors des répétitions, toutes les personnes présentes sont impressionnées par sa justesse et par la profondeur de sa voix. Lors des représentations, c'est la même chose. Mais cette fois, c'est le public qu'elle emporte avec elle dans des interprétations léchées et émouvantes. Souvent, on me parle de ça, de cette énergie, les gens me disent, voilà, je suis arrivée à votre spectacle, j'avais des pieds de plomb pour telle et telle raison, ma mère, machin, mon fils, ça ne va pas, etc. Et je suis repartie avec une pêche d'enfer, merci. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est vrai que, on dit la musique adoucit les mœurs, ça aussi c'est vrai. Ça fait plus que ça renforce la belle énergie, quoi. Ça donne une belle énergie, la musique. Le label Sarava, tourné vers la promotion de jeunes talents, décide de lui donner sa chance. C'est Morane qui contacte son fondateur et directeur Pierre Barout, acteur, producteur, cinéaste, mais aussi auteur, compositeur et interprète. L'homme à la carrière aussi riche qu'éclectique l'encourage à changer de pseudonyme. Claudine devient Claude Morane. Ce nom n'est pas choisi au hasard. C'est un clin d'œil au metteur en scène de Starmania, Francis Morane. En 4 ans, elle sort avec ce label ses 3 premiers 45 tours. Je me roule en boule, fais soleil, tape à la pêche.
L'artiste commence à être reçu dans des émissions de radio ou sur les télés belges, comme sur le plateau de Plein Jeu, en décembre 1982. Je dois tout raconter. Allez, alors Claude. après, j'ai fait l'Olympia, ça a déjà été dit. Après, je vais faire l'émission de Michel Legrand pour les fêtes le 31 décembre. Oui. Et puis demain, pas plus tard que demain, je vais passer au Travers, rue Traversière, avec pas un tort. fabuleux pianiste, Charles Loos, au piano. Ça sera à 22h, à 22h À au Travers. 22h. Venez nombreux. Et comment ça Voilà, s'est c'est passé dit. alors la rencontre avec Nougaro? Très bien, très bien. Il est fou, moi aussi, tout va Entre bien. bêtes de scène. Pardon? Entre bêtes de scène. Entre bêtes de scène, eh bien, oh, si je te racontais, je te jure. Oui. Chandelle, vous êtes fort indiscret. Ouh là là. Oui, bon d'accord, mais Alors- n'insistons pas. Bien que la presse parle de Morane en termes élogieux, les ventes de ses 45 tours ne sont pas extraordinaires. En 1985, elle obtient le prix Angèle Güller, sort dans les bacs Moi l'argent, toi jeune, et commence à faire des scènes d'importance, dont le Printemps de Bourges. L'artiste écrit la plupart de ses textes avec rapidité et efficacité. S'émotionne juste. Sa créativité est impressionnante et ses talents d'écriture sont reconnus dès le début de sa carrière. La mayonnaise est en train de prendre. La même année, au Sentier des Halles à Paris, sa première scène, dans la capitale française, est un fulgurant succès. Elle se fait remarquer, assez pour enregistrer son premier véritable album, sobrement intitulé Danser. Elle vend 20 000 exemplaires en France et trouve son public. Un premier album, c'est une sorte de début, mais vous n'êtes pas une débutante vraiment. Non, c'est vrai que je suis pas une débutante, mais un premier album, c'est vrai que moi, c'était mon enfant depuis en gestation depuis longtemps. Mais j'avoue que je suis très contente qu'il se soit fait maintenant, parce que avec toutes ces années, je vais me faire passer pour une grand-mère encore. Non, mais en quelques années quand même, j'ai fait beaucoup de studios, j'ai travaillé avec des gens que j'aimais et tout ça, et ça m'a permis d'acquérir de la maturité. Donc en studio, maintenant, je suis plus étrangère au studio, au mixage, à l'enregistrement d'un disque, je sais comment ça se passe, et en plus, j'arrive à parler, quoi, à dire, je dirais pas imposer mes envies, mais presque, enfin, je dis pas ça, je fais pas du terrorisme, quoi. Je peux parler avec les musiciens, avec Evert par exemple, et Arnould. Il y a eu un dialogue qui aurait pas eu, si je l'avais fait avant, parce que j'étais pas assez solide, je savais pas très bien ce que je voulais. Je pense que maintenant, je sais ce que je veux, et encore. La voix de Morane est de plus en plus reconnue par les pontes du milieu de la chanson à Paris. L'un des plus grands artistes de la période ne tarde pas à la contacter pour un projet qui va changer sa vie. L'homme qui jouait du piano debout, Michel Berger, décide en 1988 de créer une deuxième version de l'opéra rock à succès Starmania. Devant Morane s'ouvre enfin la route du succès. Il s'annonce absolument fulgurant. Avril 1991. Depuis quelques années, Morane connaît un succès de plus en plus irrésistible dans son pays d'origine, mais aussi en France. Ses tubes sont nombreux. Et la voilà invitée dans toutes les émissions qui comptent. Parmi ces dernières, Les copains d'alors. Il y a longtemps que son présentateur, Franck Baudonc, voulait faire venir l'artiste. C'est donc avec un malin plaisir qu'il introduit son arrivée sur le plateau. Mesdames, messieurs, bonsoir. Franc-parler, franc-chanter, sur scène comme dans la vie. Il y a chez elle quelque chose d'irrésistible, sans doute parce qu'elle fonctionne à l'instinct et à la sincérité. Morane, alias Claudine Luyparts, c'est une nature, c'est un tempérament, l'œil en coin, le sourire spontané et 36 voix en une, car, au miracle, voilà bien une chanteuse qui a des cordes vocales, au point de lui valoir le surnom flatteur d'ailleurs de Sœur Blanche de Billie Holiday. La classe. L'émission débute et on découvre la chanteuse de tout juste 30 ans, au milieu de ses anciens camarades de classe de 3e rénové. Elle, la grande rebelle, qui a rejeté le cadre scolaire, se retrouve de nouveau sur les bancs de l'école. Un drôle de pied de nez à son histoire personnelle. Les copains d'alors permet aux téléspectateurs de découvrir qui était la petite Morane. Une forte envie de vivre, une grande générosité et un rire communicatif. On apprend aussi que sa voix était déjà celle qu'on lui connaît. Pour toutes ses camarades de classe réunies après 16 ans,
L'exercice est particulier. Ce qui transpire aussi, c'est l'authenticité qui se dégage de la nouvelle star de la chanson. Pendant 1 heure, plus encore que d'évoquer ses expériences passées, elle évoque le succès fou de ses nouveaux projets et de son ascension extraordinaire. En l'espace de 3 ans, Morane vient de tout connaître. Un premier concert à l'Olympia, un nouvel album qui s'est vendu à plus de 150 000 exemplaires. On peut aisément parler d'un décollage en bonne et due forme. La chanteuse est bien consciente que tout cela n'aurait pas pu voir le jour sans la confiance d'un homme, Michel Berger. En lui confiant un rôle dans Starmania, il a changé véritablement sa vie. Sa destinée ne sera plus jamais la même après ça. Luc Plamondon, l'auteur de Starmania qui bosse avec Berger, est convaincu du potentiel de l'artiste après l'avoir vu sur scène. C'est ainsi que Morane a obtenu le rôle de Marie-Jeanne. Sa personnalité colle parfaitement avec ce personnage principal du spectacle. Et puis, 88, Starmania. Michel Berger fait appel à vous. Oui, j'étais très perplexe. Oui, pourquoi? Sceptique. Parce que je me demandais, remonter un spectacle tel que Starmania, qui avait fonctionné 10 ans auparavant, j'ai toujours peur du réchauffer, quoi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il veut? Et on s'est rencontrés en 2 minutes. Il m'a convaincu avec des arguments de choc, à savoir justement qu'il voulait simplifier, qu'il voulait éviter de me faire ma chanteuse performante, mais plutôt me faire travailler de l'intérieur. Puis tout ça me plaisait bien, j'ai beaucoup appris avec tout ça. Pendant plusieurs mois, c'est le triomphe. En tournée, Morane crève l'écran et attire bientôt toute l'attention. Soir après soir, ses performances majuscules la font passer dans la cour des grands. Plus de 100 représentations, des émissions de promo à l'appel et un nouveau statut qu'elle assume avec la pression de celles et ceux qui ne veulent pas décevoir leur public. Mais à force de tirer sur la corde, Morane va la casser une première fois. Elle claque la porte de Starmania, happée par ce personnage de Marie-Jeanne dont elle n'arrive plus à se délaisser. Alors qu'elle prépare en parallèle son nouvel album, elle craque et s'enferme dans un huis clos inquiétant. C'est le burn-out. Elle va mettre du temps et beaucoup d'énergie à se sortir de cette ornière. En 1989, le rebond. Son second album, qui porte son nom de scène, fait un tabac. Morane obtient le succès qu'elle mérite et devient une des nouvelles stars de la chanson en Belgique et en France, notamment grâce au titre « Toutes les mamas ». Dans le monde de la musique, elle prend une place à part. Son caractère entier, particulier, ne lui permet pas toujours de se fondre dans le moule. Mais qu'importe. Morane sait ce qu'elle veut. Elle poursuit sa mue, s'affirme davantage et surfe sur cette période entre la fin des années 80 et le début des années 90 pour s'imposer définitivement. Ses influences tournent autour du jazz et des artistes qui peuvent se revendiquer comme Al Jarreau, des standards jazzy. Nougaro, bien entendu, est l'une de ses premières boussoles. Il n'est pas le seul. Citons aussi la grande Ella Fitzgerald. Cet amour de la musique jazz que l'Europe apprend à connaître après la Première Guerre mondiale va la suivre tout au long de sa carrière. Dans la deuxième moitié des années 80, avant même le tsunami Starmania, elle devient la star des concerts HLM, qu'elle donne avec Ouben et Los, et qui font la part belle à ses influences jazzy. La variété est son deuxième amour. Morane ne veut pas se laisser enfermer dans une case ou une autre. Ce qu'elle écrit, ce qu'elle chante, lui vient du cœur. Les quelques 150 000 ventes de son deuxième opus lui permettent d'entamer une tournée internationale trépidante qui se termine au Japon, où un public énorme l'admire. La reconnaissance est là. Il faut maintenant confirmer la montée en puissance. Alors la chanteuse entre de nouveau en studio, chez Polydor. Elle se lance dans l'enregistrement de l'album « Amis ou ennemis ». Elle rencontre Didier Varro, qui devient son directeur artistique. Le professionnel de la musique fait alors un constat implacable. Les gens ne connaissent pas vraiment Morane. Il faut que ses prochains titres soient plus forts, plus sensibles, plus incarnés. La chanteuse entend le message et va prendre un virage artistique à 90 degrés. Plusieurs des morceaux de ce nouvel album deviennent des tubes dès sa sortie.
Sa casse, écrit par Peter Lorne, sur un prélude de Bach signé Jean-Claude Vannier, ce dernier est un véritable best-seller et l'immortalise dans le monde de la chanson. Mais l'artiste profite aussi de ce disque pour exorciser de vieux démons, notamment ceux de Starmania. Avec Qui es-tu Marie-Jeanne, elle se livre pour la première fois sur ce qu'elle a pu vivre durant cette expérience intense. Avec cet opus, la chanteuse passe un nouveau cap et vend plus de 600 000 exemplaires. Cette fois, elle est devenue une véritable star, capable de s'imposer sur la durée. D'un point de vue personnel, elle rencontre l'amour et se lie avec Pablo Villafranca. Ensemble, ils ont bientôt une petite fille, Lou, qui naît en 1993, alors que sa mère est en pleine gloire. Sa fille va l'accompagner dans ses jeunes années sur la plupart de ses concerts et tournées. Pour Morane, la maternité est une nouvelle bénédiction. À tel point qu'en 1994, alors qu'elle arrache la victoire de la musique de l'artiste-interprète francophone de l'année face à Stéphane Escher ou Céline Dion, sa réaction est mitigée. Oh ben, ma réaction, j'étais en même temps très contente et en même temps, vous savez, moi je suis sur une autre planète en ce moment parce que j'ai quand même accouché d'une petite fille il y a pas très longtemps et je trouve un peu dommage que je l'ai pas eu une année où j'en avais plus envie parce que si vous voulez, c'est pour le moment je suis pas là du tout quoi. Je suis surtout mère de famille, je suis un peu moins chanteuse qu'avant. Vous êtes maman avant d'être chanteuse. Oui, voilà exactement. Donc, mais j'avoue que ça m'a fait plaisir quand même. Évidemment, je me disais peut-être j'aurais dû y aller quand même et tout ça. J'avais un petit pincement au cœur, mais c'est trop près quoi. Ma petite fille aurait eu quelques mois de plus, j'y serais allée, mais là, voilà, j'ai regardé ça comme vous dites devant mon poste de télévision et voilà, c'était assez surréaliste d'ailleurs. Maintenant qu'elle a atteint les sommets, Morane ne perd pas pour autant son caractère entier. Elle n'hésite jamais à s'engager pour les luttes qui lui parlent. En 1993, elle a participé à l'action de Solancy contre le sida, en donnant un concert à l'Olympia aux côtés d'Alain Souchon, Le Forestier ou Catherine Lara. Pendant plusieurs années, la troupe organise la sortie d'albums live ou studio. Ce premier engagement n'est que la porte d'entrée vers d'autres. Ainsi, dès 1996, Morane devient l'un des piliers des Enfoirés, qu'elle va côtoyer pendant 16 ans d'affilée. Chaque fois, son grand cœur et sa volonté d'aider les autres sans mesure sont appréciés et sa popularité auprès de son public ne cesse d'être renforcée. Pendant 5 ans, la chanteuse est aussi la marraine de l'association Make-A-Wish, qui permet aux mineurs atteints de maladies graves de réaliser leurs plus grands rêves. Son engagement pour Cap 48 est aussi constant pendant plusieurs années. Sa générosité artistique ne se dément jamais, que ce soit sur scène ou dans ses engagements caritatifs. En un peu plus d'une décennie, Morane est devenue une chanteuse qui compte dans le paysage. Sa voix y est pour beaucoup, mais elle est aussi une artiste à la formidable présence scénique. Elle n'est pas une chanteuse de studio qui enchaîne les albums sans aimer les tournées. Ce qui anime Morane, plus encore que le reste, c'est de venir à la rencontre de son public et de transmettre les émotions qui l'animent. Car oui, derrière cette carapace solide et ce caractère que d'aucuns jugent impénétrable et fort, Morane est dotée d'une sensibilité extraordinaire. Alors que se profile le passage vers le nouveau millénaire, la chanteuse se retrouve face à la nécessité de mener de front de nouveaux projets. Son public n'attend que ça. Scarbeck, juin 2016. Il pleut sur la belle Bruxelles, et malgré l'arrivée prochaine de l'été, le moral de Morane est loin d'être au beau fixe. Depuis plus d'1 an, la star traîne derrière elle de gros soucis vocaux. L'année dernière, elle a même été contrainte d'annuler certains concerts. Elle s'est réveillée un matin totalement aphone. Depuis son burn-out, en pleine tournée de Starmania, jamais elle n'avait été confrontée à une telle épreuve. L'artiste est née pour chanter. Sa voix, si particulière, est-elle en train de s'éteindre? Alors qu'elle rentre chez elle, la mine sombre, Morane se demande bien comment les choses vont évoluer.
La pluie fine qui s'écrase sur les trottoirs bruxellois ne participe pas à remonter son moral en berne. L'orthophoniste non plus. Des mois qu'elle se rend aux séances avec assiduité. Pour des résultats, on ne peut plus mitiger. Les examens médicaux ont décelé un œdème sur ses cordes vocales. La chanteuse a tout tenté pour résorber cet intrus, notamment via des cours de chant intensifs. Rapidement, les spécialistes ont mis les pieds dans le plat. Si elle veut récupérer toutes ses capacités vocales, il va falloir se faire opérer. Il y a quelques semaines, le 12 mai, Morane est donc passé sur la table. L'espoir d'une récupération rapide lui a permis de se ressaisir. Mais quelle déception! L'œdème enlevé, il lui faut maintenant réapprendre à chanter autrement. Dans son planning, les dates de concert approchent dangereusement. Son manager commence à s'affoler. L'artiste fait ce qu'elle peut, mais elle doit se rendre à l'évidence. Remonter sur scène va lui demander des efforts considérables et une période de silence à laquelle elle n'a encore jamais été habituée. L'angoisse se distille en elle comme du poison. La musique est sa raison de vivre. Elle fait ça depuis toujours. Pour Morane, débute un marathon terrible et bourré d'appréhension. Il ne lui reste que quelques semaines pour récupérer son si précieux instrument et préparer au mieux sa tournée d'été. Hélas, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Fin août 2016, le couperet tombe. Morane est contrainte d'annuler tous ses concerts jusqu'à nouvel ordre. Sa participation au festival Tous en Chœur à Montreux, en Suisse, était attendue par de très nombreuses personnes. Fixé en décembre, le concert semblait assez éloigné dans le temps pour lui permettre une récupération optimale. Mais il n'en est rien. Pour Morane, une longue période de silence commence. De longs mois durant, impossible de récupérer sa tessiture et sa puissance vocale. D'aucuns dans la presse people évoquent déjà une possible fin de carrière pour la quinquagénaire. Oui, c'est mal la connaître. Le nouveau millénaire avait pourtant plutôt bien commencé. Surfant sur le succès de son album aux thématiques personnelles intitulé Différentes, qui sort en 1995, Morane continue de produire des opus qui ravissent son public. Outre Toi du monde, en 2000, c'est surtout l'album Quand l'humain danse qui la propulse de nouveau aux premières places des charts. Ce projet collectif regroupe nombreux de ses amis dans le monde de la musique, de Lavoine à Fabian, en passant par Sanson. À l'écriture des morceaux de ce nouvel opus, Goldman, Peter Lorne ou Louise Forestier. La chanteuse continue de se mobiliser pour les causes qu'elle estime justes. En 2008, le projet Baltimore, avec Higelin, est un moyen de soutenir les otages retenus dans le monde entier. La figure de proue de ceux-ci à l'époque s'appelle Ingrid Betancourt. Morane n'en oublie pas son public. Afin de célébrer les 80 ans de son mentor et ami disparu, Claude Nougaro, elle sort un disque de reprise qui fait la une. Nougaro, où l'espérance en l'homme est un beau succès. Il débouche sur une tournée, La Vie en rouge, qui dure plusieurs mois l'année suivante. Et puis, l'artiste s'essaie aussi à la télévision. Nouvelle Star, émission française à succès qui a vu passer des chanteurs tels que Julien Doré ou Christophe Willem, l'a choisi comme juré. Aux côtés de Manoukian ou Sinclair, elle va marquer les téléspectateurs par son franc-parler et son charisme à l'écran pendant 2 saisons. Mais ses soucis de santé la rattrapent. Cet œdème sur les cordes vocales, qui devait au départ l'handicaper quelques mois, se transforme en véritable malédiction. Morane va disparaître des radars pendant près de 2 ans. Une petite mort pour une artiste qui ne rêve que de chanter. L'épreuve est douloureuse et le rebond se fait attendre. Ses nombreux fans perdent espoir, il faut bien le dire. L'artiste s'exprime via ses réseaux sociaux et partage ses peines.
Elle s'y offre aussi quelques polémiques où son légendaire caractère volcanique entraîne parfois des réactions vives et disproportionnées. La lassitude qui l'assaille est bientôt balayée par le retour de l'espoir. Au mois de mars 2018, une vidéo enflamme la toile. Polydor, son label, prend tout le monde de court. Morane apparaît face caméra et annonce avec un grand sourire qu'elle prépare un nouvel album. Il sera consacré à l'un des chanteurs qu'elle admire le plus et qui l'a fait vibrer, Jacques Brel. Un opus de reprise à l'instar de ce qu'elle a pu faire avec Nougaro précédemment et donc en préparation. Et mieux, on annonce son retour sur scène pour le printemps. Le 3 mai, Morane interprète avec sa grande amie Tive Barrault la chanson des vieux amants. Elle remet le couvert quelques jours plus tard lors de la fête de l'Iris. Au milieu d'autres artistes, elle rayonne lors de cet hommage à Brel. Un moment suspendu, une soirée magique, durant laquelle la foule est ravie de retrouver la native de Bruxelles. Ah, cette fois c'est certain, Morane est de retour sur les planches. C'était sans compter sur le côté implacable de la vie et du destin. Le 7 mai 2018, moins de 24 heures après sa dernière apparition scénique, Morane est retrouvée chez elle inanimée. Son décès est prononcé et une information judiciaire est ouverte par le parquet de Bruxelles. D'emblée, la situation est claire. Rien ne semble suspect. D'ailleurs, le dossier ne tarde pas à être classé sans suite. Morane a, semble-t-il, été victime d'une hémorragie interne déclenchée après une lourde chute. Elle avait seulement 57 ans. Ses obsèques, qui se tiennent le 17 mai 2018, réunissent ses amis, ses proches et des centaines de fans. C'est une femme tellement merveilleuse, tellement drôle. J'ai beaucoup ri avec elle. Là, elle me fait beaucoup pleurer, mais j'ai beaucoup ri. C'était une femme, une des plus belles voix du monde, sinon la plus belle. Ce timbre unique. Je ne pouvais pas faire autrement que d'être là aujourd'hui. C'est un personnage qui m'a tellement apporté, qui m'a tellement donné et à qui je dois le maximum. Elle avait joué pendant 150 représentations quand même de Starmania dans le rôle de Marie-Jeanne et ça a été la plus belle Marie-Jeanne qu'on a eue. Et après, on est restés amis tout le temps. Eh bien voilà, il y a une grande dame qui est partie. On vient lui rendre hommage. C'est très triste. Son étoile brillera dans le ciel, pour toujours. Le caractère soudain de ce départ laisse tout le monde pantois. Mais la vie est ainsi faite. La chanteuse laisse derrière elle 12 albums studio et 4 opus live. Son décès intervient alors qu'elle préparait ce nouvel album en hommage au grand Jacques. Sobrement intitulé Brel, il sort dans les bacs en 2018. Il est achevé par sa fille Lou Villafranca, qui s'est entourée de Philippe de Cock pour sa réalisation. Il devient rapidement disque d'or à sa sortie. Plus encore que sa voix sublime et unique. Il y a une image de Morane qui doit rester. La veille de sa mort, sur la place des Palais au cœur de Bruxelles, Morane interprète la chanson des vieux amants. Ému, l'artiste se prend à rêver à son retour tant attendu. Le lendemain, elle n'est plus. Je pourrais même m'arrêter là, évoquer l'injustice et l'absurdité d'une vie bien trop courte, sortir les violons, mais ce ne serait pas rendre justice à la personnalité de Morane. Le pathos n'a jamais été son truc. Elle l'a bien assez chanté pour qu'on le comprenne. La vie, ça doit se prendre à bras-le-corps. Pour preuve, son combat contre la perte de sa voix, qu'elle a mené avec force et détermination. Ces dernières notes ont été pour Jacques Brel, l'une des inspirations de ses débuts. N'est-ce pas là le plus impressionnant clin d'œil d'une destinée hors norme ? Alors oui, Morane est parti, emporté en pleine fleur de l'âge. Mais il nous reste sa sensibilité, son art. Ses mots continuent d'être diffusés partout. Tendez l'oreille, vous verrez. Morane est partout. Partout on se souvient d'elle. L'immortalité se gagne comme ça. On l'atteint lorsqu'on continue d'exister, même après notre départ.
Voilà pour ce récit, que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume d'Antoine Charpagne et à la collaboration des équipes de LDV Productions. L'heure H. Jean-Louis Lahaye.